On- Good. We're being recorded. Nous sommes enregistrés, alors je vais dire cela encore pour que cela soit capté. Bienvenue tout le monde au webinaire sur l'engagement communautaire pour l'équité et le vieillissement santé. C'est un webinaire que l'on fait en partenariat avec Health Promotion Canada, Promotion Santé Canada, pour mettre en évidence des chapitres dans le livre de promotion de la santé chez les aînés et des enjeux de déterminants sociaux en ce qui a trait à la promotion de la santé. Alors, merci d'être ici. La session est enregistrée. Nous offrons de la traduction simultanée en français et vous pouvez accéder à cette fonction en cliquant sur l'icône du globe au bas de votre fenêtre et sélectionner le français ou la langue de votre choix et vous entendrez la version française de l'audio. Mais vous afficheront aussi plus tard les fichiers en français et en anglais. La session est aussi en sous-titres anglais. Vous pouvez y accéder en cliquant le bouton CC au bas de votre écran Zoom et apparaîtront les transcriptions à mesure que les présentateurs présentent leur matériel. Nous y voilà. Alors, avant que j'aille plus loin, j'aimerais reconnaître avec grande gratitude que NCCDH est au Mi'kmaq, qui est le territoire non cédé des Mi'kmaq. Je suis Mi'kmaq dans une région qui est connue comme Wagananish, Nouvelle-Écosse, qui du le traité de 1725. Alors, j'aimerais exprimer ma gratitude aux Inuits, Métis et aux Premières Nations, aux communautés de Premières Nations dans le pays d'un océan à l'autre. Il y a 6 d'entre nous. Vous pouvez référer au site web pour davantage d'informations. Vous savez que nous sommes un centre de collaboration nationale. Nous donnons du support technique et des ressources et du support. Et il y a toute une équipe qui s'est rassemblée derrière ce webinaire et cette série pour vous le présenter aujourd'hui et je ne le pourrais le faire sans eux. Alors, voici les objectifs de la conversation d'aujourd'hui que nous couvrirons pendant notre session. Je vais référer à ces objectifs lorsque vous remplirez l'évaluation. Immédiatement après le webinaire, nous utilisons la rétroaction pour se rapporter à nos bailleurs de fonds. Alors, j'apprécierais que vous remplissiez cette évaluation. Aujourd'hui, c'est vraiment à propos de comment nous avons des engagements respectueux avec des aînés dans nos communautés. Les aînés et les inéquités sont spécialement difficiles. Ils ne sont pas difficiles, c'est difficile de s'engager avec eux d'une manière qui est significative avec eux, qui a un réel impact. C'est difficile pour eux de sentir qu'ils font partie d'un système qui existe autour d'eux et qui opère. Alors, nous voulons ouvrir ces canaux dans lesquels ils peuvent s'engager de manière significative. Alors, périodiquement, je vous demanderai dans le clavardage et à n'importe quel moment que vous pouvez avoir des idées de quelle manière pratique on peut s'engager avec nos aînés dans les communautés pour qu'ils influencent les décisions de santé publique et de promotion de santé et de santé communautaire des organisations. Alors, ce n'est pas juste pour qu'ils puissent donner une influence significative autour d'eux. Nous avons 3 présentateurs incroyables aujourd'hui. Peggy Edwards, qui est une des coéditrices et elle est une consultante analyste politique, se spécialise en enjeux reliés à vieillissement. Elle a travaillé avec Santé Canada, avec l'Organisation mondiale de la santé. Elle est l'auteur de 3 livres sur le vieillissement en santé. Elle fait partie
de la campagne Grammaire. Elle est dans un nombre d'organismes militants. Elle va expliquer cela dans sa présentation. Dr. Arne Schichcombe, professeur à l'Université de psychologie à l'Université d'Ottawa, avec l'Institut Bruyère. Il a une expertise dans les aspects psychosociaux du vieillissement avec de la Société d'Alzheimer du Canada et il est aussi Dr. Karen Kobayashi, qui est la doyenne associée à la recherche des programmes d'études supérieures à la Faculté de sciences sociales et un nombre d'autres titres de l'Université de Victoria. Elle est une gérontologue sociale qui utilise une perspective de parcours de vie pour explorer les intersections des facteurs et expériences structurelles, culturelles dans la santé et l'vieillissement au Canada. Elle a la démence et la personnalité, ainsi que elle nous parlera aujourd'hui de ces défis significatifs que les personnes âgées qui font partie de la communauté d'immigrants et des enjeux auxquels ils font face à tous les jours. Sur ce, je vais demander mon ami Irv Freeman de parler de cette série et de ce livre. Irvin, je crois que vous devez vous enlever de la sourdine. Bonjour tout le monde et merci, Diane. J'aimerais commencer en reconnaissant que je vis et je marche et je parle sur le territoire non concédé des Musqueam, Wassout et Squamish des gens. Je vous souhaite la bienvenue à la troisième dans cette série de webinaires basée sur le livre récemment publié sur la promotion de la santé des aînés. C'est une communauté de gens dans le Canada qui sont là pour avancer la pratique de la promotion de la santé au Canada et ont organisé un nombre de webinaires et de partenariats avec le centre pendant les dernières années. J'aimerais aussi vous souhaiter la bienvenue au nom des contributeurs des Canadian Scholars Press, qui sont les éditeurs de ce livre. Pour ce qui est d'obtenir une copie du livre, je suis ravi d'annoncer deux choses. Premièrement, c'est que il y aura un tirage aujourd'hui pour une copie gratuite du livre et Diane choisira le nom, pigera le nom dans la liste des participants. Et si un d'entre vous êtes intéressé à acheter le livre, Canadian Scholars, visitez canadianscholars.ca et utilisez un code de rabais sur la diapositive pour un rabais de 20 jusqu'au 23 avril. On mettra ce code dans la boîte de clavardage aussi. Alors, il y a 35 ans, la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé a été créée et nous a servi comme un cadre pour promouvoir la santé dans tous les âges. Depuis ce temps, le livre et cette série de webinaires est organisée autour des 5 stratégies d'action dans la charte pour promouvoir la santé, le bien-être et l'équité de personnes âgées. Et dans ce webinaire, nous nous concentrons sur renforcer l'action communautaire. Alors, sur ce, je vais me tourner à Diane pour nous mener de l'avant. Merci, Irv. C'est vraiment un merveilleux partenariat entre NCCHW et Santé Canada. Et de faire des projets ensemble. Alors, je crois qu'on prend de l'expansion, nous nous renforçons et j'ai de la gratitude. Je vais tourner le micro à Peggy. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Bon, alors, merci beaucoup pour l'introduction et merci à chacun d'entre vous pour être ici. Je suis très excité de ce webinaire et j'aimerais reconnaître que je suis d'Ottawa
le territoire non concédé des Algonquins et des Anishinaabe, et j'aimerais donner une reconnaissance spéciale aux aînés dans cette communauté desquels je continue à en prendre beaucoup. Comme Irvin a dit, c'est à propos de renforcer les actions communautaires, c'est comment ça a été défini dans la Charte d'Ottawa. Les mots-clés dont on parle le plus sont comme l'engagement de la communauté et action. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. D'accord. Voici, c'est une diapo différente que celle que j'avais. Vous savez quoi? J'ai inséré ceci et je m'excuse d'interrompre. J'ai trouvé cette diapositive merveilleuse et je voulais marquer le début de l'activisme. C'est un merveilleux article qui parlait de l'activisme intergénérationnel. Et je crois que c'est une photo merveilleuse. Oui, et merci pour faire cela parce que c'était un des points que je voulais faire. C'est que un des mythes, bien sûr, est que les personnes âgées, les personnes jeunes n'ont rien en commun. Et, et c'est un peu l'attitude de salut boomer et en antagonisme un à l'autre. Mais ce que nous voyons, c'est davantage d'activisme intergénérationnel, particulièrement autour des enjeux de climat. Alors oui, bonne diapo. On ne parlera pas de tous les mots-clés et les concepts, vous les connaissez, mais je veux noter à l'importance du terme intersectionnalité qui a commencé dans la littérature féministe et c'est la réalité, c'est cette intersectionnalité de facteurs comme les bas revenus et la minorité raciale qui ont mené à tripler le risque de santé et d'inégalité. Et bien sûr, nous savons que les personnes autochtones âgées ont aussi les cicatrices du colonialisme, des pensionnats et d'autres formes de discrimination. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'autre mythe que j'aimerais contre agir, c'est cette réflexion que les personnes âgées, que lorsque vous êtes âgé, vous ne faites pas de contribution. Lorsque nous savons en fait que les personnes âgées font d'énormes contributions aux familles, aux communautés et à la société en général. Prochaine diapo. Voici certaines des contributions très rapidement que les personnes âgées font. Vous savez, c'est un mythe que les personnes âgées prennent leur retraite à 60 ans. Maintenant, il y a une personne sur cinq de plus de 65 ans qui travaille, incluant une en quatre dans les communautés immigrantes âgées. En termes d'action bénévole, les aînés font d'énormes contributions. Plus de 40 des aînés au Canada sont impliqués dans les actions bénévoles. En ce qui a trait de dons charitables, c'est très intéressant de savoir que à des âges supérieurs à 75 ans, c'est le groupe d'âge le plus statistiquement possible de donner des grandes contributions. Et ceci ne parle même pas des supports financiers que les aînés offrent à leurs familles et à leurs enfants et leurs petits-enfants. L'autre enjeu, nous pensons toujours que cette bienveillance est pour les personnes aînées, mais en fait, un adulte sur 8 donne des soins à un autre adulte. Alors, ça va dans les deux sens. Cela ne compte même pas du nombre de grands-parents qui supportent leurs petits-enfants, pas seulement financièrement, mais comme on a vu pendant la pandémie, en fait, c'était souvent le cas que les grands-parents sont devenus les éducateurs, les enseignants, alors que les enfants étaient à la maison et devaient faire de l'apprentissage à la maison. La participation politique et les votes, c'est un autre mythe que les personnes âgées ne sont pas impliquées dans la politique. C'est contraire à ce que les données de recherche démontrent. Et en fait, les personnes de plus de 65 ans sont l'âge le plus plausible à voter et probable à voter. Et c'est un facteur important. Les politiciens écoutent cela. Ils savent que les personnes âgées vont voter.
en termes de militance avec d'autres groupes, qu'ils soient des groupes conviviaux à l'âge, des conseils sur le vieillissement. J'ai mentionné la solidarité intergénérationnelle, mais j'aimerais terminer avec ce concept d'activisme vieillissant. Alors, un des groupes avec lesquels je suis très impliqué, c'est le Grandmothers Advocacy Network. C'est un mouvement de soutien des grands-mères, un mouvement dans le Canada qui travaille pour influencer les changements de politique et stimuler l'action au Canada et internationalement au niveau des Nations unies pour protéger les droits des grands-mères, des enfants et de la jeunesse. Nous savons qu'il y a 17 millions de jeunes gens en Afrique subsaharienne qui ont été rendus orphelins par le sida et on regardait sur comment les femmes sont impliquées dans la militance et j'ai regardé le mouvement de soutien des grands-mères. J'ai trouvé qu'il y avait deux genres de femmes âgées impliquées. Un groupe était, il me disait, c'est dans mon ADN, j'ai été une militante depuis que je suis un enfant toute ma vie. Mais il y avait un autre grand groupe qui est venu à la militance plus tard dans la vie et j'aimerais vous montrer une entrevue brève avec une de ces femmes, Patricia Winston. Et ces entrevues ont été faites, merci beaucoup, euh, par l'Université de Trent sur le programme de, de l'activisme de personnes âgées. Alors, si vous voulez démarrer la vidéo. Mon nom est Patricia Winston et je suis née à Vancouver et élevée là et maintenant je vis à Montréal. Qu'avez-vous fait comme travail? Ça a été un travail très lent. Suis né avant la guerre, je suis passé au travers de la guerre et ensuite, j'ai parlé à quelqu'un ce matin à propos de la musique a joué un grand rôle, je crois, dans la vie. Et lorsque j'étais jeune, la musique était à propos de l'amour et de la romance. Il y avait des bonnes chansons, mais il n'y avait pas de protestation. Et je crois que lorsque mon ère nous ne protestions pas trop. On faisait ce qu'on nous disait de faire, à moins que vous étiez un genre de personne que je n'étais pas. Je n'ai pas commencé à être rouspété. J'étais vraiment une personne acceptante. Et lorsque je regarde cela, je crois que c'était terrible. Mais c'était la manière dont c'était dans mon temps. Et en revenant avec mes amis, on en a souvent reparlé. On pense la même chose. Heureusement, de mes gens qui sont encore là, personne d'autre n'est aussi actif et je dois dire que moi, parce qu'ils ne sont pas aussi intéressés à la politique que je suis vraiment intéressé dans la politique maintenant. Je crois que la première fois que j'ai été active, nous vivions dans une petite ville au nord de Toronto et ils ont décidé de faire passer une route et c'est un merveilleux village, Kim City, de très beaux grands arbres et ils ont décidé de faire passer cette route. Alors, les arbres ont dû être abattus et nous nous sommes tous rassemblés et on a protesté, on a fait des bannières et fait toutes sortes d'actions. Bien sûr, les arbres ont été coupés et la route est passée. C'est un peu un échec, mais après cela, à ce moment-là, j'étais dans le rôle typique d'avoir trois enfants à la maison et je ne travaillais pas, mais je crois que à mesure que le temps s'écoulait, nous avons commencé à questionner des choses et c'est devenu politique. Il y avait des choses contre lesquelles protester, plus importantes, les soins de santé. Et je me souviens de cela très bien lorsque les soins de santé sont arrivés. Nous avions un médecin et moi et mon mari, on s'obstinait parce qu'on voyait que c'était très important d'avoir ces soins de santé. Et je crois que c'est probablement le début de combien de ces histoires euh, ont démarré. Oui, j'imagine. Alors, inaudible à l'interprète. Et
Alors, cela a changé parce que je suis passé d'être très tranquille à être enragé. Il y a des enjeux que je ne peux simplement pas tolérer. J'ai été dans plusieurs marches à Ottawa, à Québec à plusieurs reprises. J'ai même été arrêté une fois j'ai été très excité de cela. Nous étions à Ottawa, on protestait contre le pipeline Keystone et on nous disait combien de temps on devrait être en prison en étant arrêté. C'était vraiment une grande chose. Et nous avions dû passer par-dessus une de ces barrières quand il y a des parades. Alors, on était tous un peu nerveux, mais le jour d'après, on a été sur la colline parlementaire avec beaucoup de gens et nous nous sommes présentés en groupe de 6 et nous sommes tenus la main et la GRC nous a demandé si on était conscient que nous allions être arrêtés et nous avons dit oui et on a dit oui, on était correct. Alors, on a passé la journée derrière la barrière et avec des centaines de personnes qui ont passé par-dessus cette barrière. Éventuellement, trois d'entre nous ont été avec la GRC et ont mis ces choses en plastique autour de nos poignets, et nous ont mis dans un panier à salade et nous ont emmenés à la partie principale d'Ottawa et nous ont laissé sortir et ça a été ça. Et j'ai dû signer un papier que je ne reviendrai pas au Parlement pendant un an. Alors, ça a été ça. Alors, vous êtes sur le registre officiel. Oui, je suis sur la liste noire, c'est sûr. Alors, maintenant que ça a passé d'être relativement passif à être vraiment fâché et enragé, pas hors de contrôle, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire. Il y a tellement d'enjeux de la vente d'armes juste à l'Arabie Saoudite, aux injustices par les compagnies pharmaceutiques étant tellement gourmandes pour ne pas avoir les médicaments génériques pour les pays en développement, spécialement pour le sida qui est encore, même si ce n'est pas dans les nouvelles de nos jours, c'est encore là et beaucoup de gens souffrent du sida. Alors, c'est où je suis présentement en ce moment. Alors, à mesure que vous continuez à faire ce travail, qu'est-ce que vous trouvez vous supporte? Les gens avec qui je travaille, absolument. Et des choses comme ceci, cet après-midi que nous avons passé ensemble, définitivement, les esprits et ce que nous mettons ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Ensemble, vous pouvez vraiment accomplir quelque chose et probablement nous les avons fait. Même n'est-ce que de rendre les gens conscients de ces enjeux. Certains de mes amis pensent, ah, la voilà qui y va encore avec ces choses, mais je m'occupe de ces choses politiques. Mais ceci conserve énergisé et on peut le faire ensemble avec les gens avec qui on travaille. Et je crois que nous le faisons. On ne va pas changer le monde, mais avoir un peu d'espoir parfois. Ce dans quoi je suis impliqué maintenant, en fait, deux choses. J'appartiens, nous nous appelons le groupe des grands-mères de Westhill. Nous faisons partie de la campagne des grands-mères de cette fondation et nous, nous, c'est une chose, mais maintenant, je suis très intéressant et impliqué dans le réseau des grands-mères. C'est où vous pouvez vraiment faire une différence, probablement nationalement et localement et internationalement aussi. Et notre grande poussée présentement est l'éducation, particulièrement pour les filles qui sont habituellement mises de côté et la violence contre les femmes et les filles. Et l'autre est les médicaments des pharmaceutiques et ceci nous mène contre les TPP. Nous avons eu deux lois qui ont été mises de l'avant par les néo-démocrates et la première loi a été passée et nous sommes allés à Ottawa pour voir comment le vote allait se passer et on était aussi excités et lorsqu'on nous a demandé de quitter et que la sécurité nous interpellait, ça avait passé. Alors, on était tellement excités de voir cela. Alors, on a pensé, alors tout ce qu'on a à voir, c'est que ça doit passer au Sénat. Et ils ont fait traîner et ça a été la fin de cela. On était dévastés. La prochaine chose, nous avons et c'était une vraie bataille parce que l'ancien gouvernement ne le voulait pas. Alors, ce projet de loi n'a pas passé et c'était la fin de cela. Je ne sais pas ce qui arrivera maintenant, mais
Ceci signifie que nous pouvons militer dans un sens large du terme et ceci nous donne de la force et de la force dans ces nombres. Alors, c'est vraiment mon but principal maintenant, c'est Gran. Merci, ça a été plaisant. D'accord. Je crois que vous pouvez voir comment c'est inspirant et amusant de travailler comme patassé ensemble avec d'autres aînés sur les causes qui nous tiennent à cœur et que des personnes âgées peuvent faire des contributions significatives. Merci. Merci, Peggy, c'était merveilleux. Peut-être mes collègues, Caroline a déjà partagé un lien vidéo. Oui, je vois qu'elle l'a fait. Et il y a beaucoup de liens qui apparaîtront dans le clavardage, alors on partagera cela avec vous après le webinaire, beaucoup de ressources. Et si vous avez vos propres ressources à partager, s'il vous plaît, incluez-les. Peggy, je réfléchissais à Arne et je réfléchissais de plusieurs conversations que nous avons eues et dans la planification de cette série. Et je vous disais l'autre jour que lorsque j'ai grandi dans une situation de bas revenu dans une petite ville rurale de la Nouvelle-Écosse et dans mon esprit de jeunesse, l'activisme et la militance n'étaient pas vraiment une option pour moi ou pour ma famille. J'étais tellement focalisé sur comment ma famille allait composer avec ce qui se passait ou passer au travers de la vie. Alors, je crois que j'aime ceci et je crois que les gens sont tellement pas autonomisés qu'ils ne peuvent pas faire ceci, qu'ils ne peuvent pas faire la militance et qu'ils ne peuvent pas militer. Et ensuite, je réfléchis à comment quel système comme système on peut encourager cela et comment est-ce qu'on peut construire ces habiletés et donner davantage de voix aux gens qui sentent qu'ils n'en ont pas ou qui leur temps dans leur vie ne leur permet pas de s'impliquer. Et alors, merci pour cela. Et sur ce, Arne, je crois que je vais vous laisser le micro. Merci. Vous pouvez voir mon écran? Merci, Diane. Merci pour le Centre pour les déterminants de la santé pour nous avoir assemblés. Je crois que c'est fantastique et Peggy, j'ai aimé ce que vous avez eu à dire, spécialement en ce qui a trait à l'histoire de Pat. C'est très inspirant. Lorsque j'ai rencontré ce livre que Herb et Peggy et Fran et Mélanie ont mis assemblé, ce livre très massif, je ne pouvais, c'est comme s'il y avait un ami commun qui nous rassemblait tous. Et je crois que une grande partie de supporter les aînés, et spécialement au Canada, des communautés conviviales aux personnes aînées, et, et maintenant, je commence à réfléchir sur la diversité à l'intérieur des communautés conviviales aux aînés. Pendant les 2 dernières années, focalisé sur un aspect de la diversité qui est l'engagement avec les aînés de SLGBT, gens qui sont queer, lesbiens, euh, gays. Et j'aimerais reconnaître d'abord Ottawa est construit sur le territoire non concédé des Anishinaabe. Je fais mon respect aux Algonquins qui sont les gardiens traditionnels de ce territoire. Je paie respect à toutes les personnes autochtones dans cette région, de toutes nations dans le Canada, j'aimerais aussi reconnaître mes co-chercheurs, Dr. Kimberly Wilson, et aux assistants qui travaillent sur ce projet, Emma Lipinski et Emma Whitehouse. Ce projet a été fondé par Canada New Horizons et je vais aussi remercier les leaders de la communauté et de la communauté de SLGBTQ qui ont participé dans ce travail. Les communautés ont accumulé beaucoup de traction, mais aussi les gens de SLGBTQ+, et les Canadiens n'ont pas spécifiquement été considérés dans ces initiatives. Et l'Organisation mondiale de la santé a articulé 8 domaines qui constituent ces communautés.
Et donc, il y a des universitaires, en fait, qui en parlent, en fait, à l'importance, en fait, de s'intéresser à plusieurs facteurs comme l'âge ou l'orientation sexuelle. Et donc, et donc, selon la recherche, il est montré qu'une communauté, en fait, qui sont sensibles aux personnes plus âgées, en fait, ont un impact positif sur la vie des gens, mais peu de recherche a été faite à ce sujet. Donc, quand nous pensons en fait aux aînés de la communauté de LGBTQ+, et il est important de reconnaître que plusieurs membres ont les mêmes préoccupations et les mêmes expériences que la majorité de leurs pairs, comme la gestion de leur santé, leurs besoins de mobilité ou la réception de soins ou naviguer le système de santé. Mais de l'autre côté, ils ont des préoccupations qui sont très liées à leur identité sexuelle et de genre. Donc, par exemple, les aînés de LGBTQ sont confrontés à des obstacles dans le système de santé comme des listes d'attente, les coûts, l'accessibilité ou la proximité aux services. Et peut-être qu'ils font aussi l'expérience de la peur ou font l'expérience de préjugés ou de discrimination et ont souvent un manque de confiance dans le système de santé. Donc, qu'est-ce que nous savons à propos de ces communautés? Nous savons que les aînés de LGBTQ ont eu des expériences de vie qui comportent en fait les stress en fait que vivent les minorités comme le stigma, la discrimination qui sont liés à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Notre travail montre aussi que beaucoup de membres de cette communauté ont un plus grand risque de vivre des maladies chroniques et des problèmes de santé mentale comparés à leurs pairs de la majorité. Il est moins probable qu'ils soient mariés ou qu'ils aient des enfants. Cela qui veut dire qu'ils ont moins d'accès à la santé et ont moins accès à des fournisseurs de santé. Et donc, par contre, cela veut dire qu'ils ont de force au réseau social et qu'ils ont besoin de se connecter à la communauté. Et donc, je pense que dans dans le modèle de promotion de l'équité en santé qui a été développé par Hedrick Colson pour articuler en fait l'expérience du vieillissement dans ces communautés. Et ce que j'aime avec ce cadre théorique, c'est que en plus de souligner certaines de ces disparités, cela montre aussi la résilience et les forces des membres de cette communauté. Et cela aussi souligne l'importante structurelle et sociale de cette communauté. Et cela joue un facteur important et en tant que déterminant social de la santé. Et aussi, quand nous pensons aux aînés de la communauté du LGBTQ, il est important de prendre en compte le contexte historique dans lequel la plupart de ces gens ont vécu. Donc, en 1969, le Canada a décriminalisé l'homosexualité et en 1973, l'homosexualité n'était plus considérée comme une maladie mentale. Et beaucoup de ces communautés ont vécu l'impact du VIH-Sida. Et après, en partir de 1995, les communautés ont accès au mariage. Donc, imaginez en fait comment tous ces changements sociopolitiques qui se sont passés en fait pendant leur vie peuvent façonner en fait leur expérience du vieillissement et aussi leur appartenance communautaire. Étant donné cette relation que j'ai décrite entre la qualité du vieillissement et l'attitude par rapport au vieillissement, donc nous sommes donnés comme objectif d'examiner comment une communauté favorable aux aînés garantit en fait l'inclusion des communautés de LGBTQ et comment une communauté peut être plus favorable à la fois aux minorités sexuelles et aux personnes vieillissantes. Donc, les méthodes que nous avons fait, c'était nous avons lancé un sondage électronique. Il y a eu 71 participants qui ont rempli ce sondage. Il a demandé aux participants d'identifier des initiatives dans leur communauté. Il a aussi leur demandé de décrire quels sont les facteurs en fait qui rendent une communauté favorable aux deux LGBTQ et quels sont les obstacles à ces communautés. Donc, nous avons parlé à des gens qui étaient identifiés comme étant des leaders communautaires dans notre sondage grâce à notre scan environnemental. Et donc, nous avons eu des études qualitatives avec des entrevues semi-structurées. Donc, nous avons demandé aux gens qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les réussites, quels ont été les défis pour les communautés, en fait, pour qu'elles deviennent sensibles à la fois aux personnes vieillissantes et aux membres de la communauté de ces LGBTQ. Comme
Je l'ai dit, les participants au sondage ont identifié 77 organisations et programmes dans 26 communautés en Amérique du Nord. C'est des organisations de la fierté qui offraient des programmes pour des adultes, des organisations pour personnes âgées qui offraient des programmes spécifiques aux 2S LGBTQ. Il y avait des organisations pour toutes générales qui offraient aussi du soutien aussi aux personnes de la communauté 2S LGBTQ. L'initiative changeait selon les lieux, donc urbain, rural, par leur mission, par le type de services, de programmes qu'ils offrent. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait aucune initiative spécifique qui soit susceptible d'être bénéfique aux personnes vieillissantes de la communauté, comme cela a été indiqué par l'OMS. Et nous savons que ces 77 organisations ne capturent pas toutes les activités qui se font sur le territoire, mais c'est un instantané assez intéressant des activités qui se passent. Dans les entrevues, nous avons parlé en fait des besoins, des considérations pour les initiatives sensibles à l'âge et à l'orientation sexuelle. Et dans notre analyse, nous avons identifié 5 thèmes. Donc, donc, donc les communautés qui sont sensibles à ces deux minorités sont diverses, intergénérationnelles, n'ont pas de seulement discrimination, ont des programmes inclusifs et des services inclusifs aussi, incluent ces deux communautés de manière systématique et leur donnent la visibilité. Et ce sont aussi des communautés qui sont compatissantes. Et donc, je vais lire en fait cette citation en fait qui a été tirée d'une entrevue. Il y a des éléments spécifiques à notre communauté qui font toute une différence, surtout pendant que nous vieillissons, par rapport à l'accès aux soins de santé, au fait de pouvoir être ouvert et honnête par rapport à qui nous sommes. Mais c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un à parler qui va entendre votre histoire. Et c'est juste l'amitié et c'est ce qui nous connecte tous. Donc, les participants ont décrit ce genre de communauté comme comme impliquant en fait regroupant toute la vie. Donc, c'est des communautés où il n'y a pas de harcèlement discriminant. Donc, une communauté où je ne suis pas jugée pour ma sexualité ou mon genre. C'est une communauté qui a des programmes linguistiques et où il y a des ressources pour nous en soins de santé. Et une communauté qui est facile d'accès où vous êtes traité comme une personne, ni plus ni moins. C'est une communauté qui reconnaît la composition diverse de ses participants et qui a fait de l'inclusivité son poste par défaut. Et donc, c'est une communauté compatissante et donc qui est toujours disponible en fait à continuer à apprendre. Et donc, je pense que cela nous permet en fait de comprendre en fait quel est le paysage en Amérique du Nord d'initiatives qui soient sensibles à l'âge et à la minorité sexuelle. Et je pense que ces leçons apprises peuvent en fait façonner des initiatives futures, permettent de recommander des positions au gouvernement et aux décideurs politiques et aussi de mieux comprendre en fait les défis. Et cela nous permet de comprendre ce que nous pouvons promouvoir comme modèle pour des initiatives qui soient plus inclusives. Et aussi, cela nous permet aussi de comprendre où est-ce que des ressources peuvent être allouées. Cela peut aussi réduire certaines répétitions que nous avons pu voir, donc éviter de réinventer la roue. Et aussi, cela montre l'importance d'avoir des champions dans la communauté pour que la communauté soit plus accueillante et plus inclusive des adultes de la minorité sexuelle. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être inclus dans des futures initiatives et tous ces éléments commencent à améliorer l'intégration et la vie des aînés de communautés LGBTQ et leur donner plus de soutien. Donc, brièvement, je mentionnais que je suis très enthousiaste de pouvoir donner vraiment un aperçu de nos découvertes. Dans les semaines à venir, nous allons publier un rapport en français et en anglais auquel vous aurez accès sur notre site Internet. Et en plus de ces découvertes, nous avons aussi mis un profil d'initiative qui soit sensible à l'âge et à une minorité sexuelle. Ce sont des programmes et des organisations que les communautés ont identifiés qui comme ayant des pratiques prometteuses dans ce domaine-là. Et donc, nous allons lancer aussi une série
d'entrevues avec des leaders communautaires pour parler de leurs initiatives locales et aussi certaines des clés de leur succès. Et donc, brièvement, vous pouvez voir Lisa Milton, qui est le maire de Palm Springs, donc qui est là des conseils vraiment incroyables pour les municipalités pour pouvoir comment entrer en contact avec les membres de ces communautés. Donc, merci pour votre attention. Et donc, j'ai hâte à entendre votre question et à participer aux discussions. Donc, merci, Arne. Donc, j'aime être assise et entendre ces présentations parce que j'avais déjà vu ces diapositives, nous avons eu cette réunion, mais aujourd'hui, j'étais vraiment juste contente d'être ici et d'entendre parler de cela. C'est tellement mieux quand on entend l'explication. Il y a une couple de choses que tu as dit qui ont vraiment résonné avec moi. Et donc, en fait, le fait de parler en fait de tout le cours de la vie, parce que souvent, on parle des inégalités en fait socio-économiques et donc pendant longtemps, moi, je parlais en fait de cycle de vie en santé publique. En fait, moi, je suis diététicienne, donc on parle souvent en fait de cycle de vie. Mais j'aime que tu parles en fait du cours de la vie. Donc, parce que ça veut dire les expériences, les environnements à n'importe quel moment de la vie, en fait, changent la trajectoire de ce parcours de vie. Donc, quand tu parles après de stigmatisation et de la discrimination, je me disais comment la stigmatisation et la discrimination peuvent changer la trajectoire du cours de vie de quelqu'un. Euh, donc, donc, ça change, en fait, ce parcours de vie de manière négative, mais quand on s'attaque à cette stigmatisation, à cette discrimination, quand on s'adresse à ces conditions, donc cela peut changer le parcours de vie d'une manière plus positive. Et donc, et je suis une femme cisgenre, intellectuelle, caucasienne. Et donc, je ne partage pas en fait cette expérience vécue, mais il y a beaucoup de personnes en fait que j'aime beaucoup qui font partie de la communauté de LGBTQ. Et donc, quand tu parles d'inclusion systématique et d'inclusion, j'ai une amie trans qui dit, ma visibilité, c'est une révélation. Cela me fait penser à la manière dont la santé publique est organisée parce que souvent nous posons la question, donc qui doit être assis à la table? Et donc ma question maintenant, c'est qui n'est pas à la table, qui n'est pas visible et pourquoi? Et quelles sont les conditions qui empêchent leur présence à cette table? Et donc, je pense à l'activisme de Peggy et à tout son travail sur le plaidoyer. La visibilité, c'est créer de l'espace sécuritaire et accueillant et qui permet aux gens de s'exprimer et donc, cela est une forme de plaidoyer, c'est la manière de promouvoir le changement. Donc, j'espère que ce que j'ai dit a du sens et je trouve que ce que tu as dit était très intéressant. Donc, merci beaucoup. Donc, Karen, je vais maintenant te demander de prendre la parole. Merci, merci beaucoup. Merci Peggy Aaron pour des présentations incroyables, honnêtement. Et donc, je vais maintenant faire un suivi. Est-ce que vous pouvez voir mon écran maintenant? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? OK. Merci. Encore merci pour cette opportunité de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui vraiment est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui est au cœur de ma recherche pendant les 2 dernières décennies et donc qui est l'équité en santé pour les anciens immigrants et réfugiés. Et je vais parler en fait aujourd'hui des immigrants et mon équipe et moi-même, nous avons rédigé plusieurs articles sur la santé des réfugiés et de la santé des réfugiés aînés, surtout en utilisant en fait une étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Mais je ne vais pas vous présenter ça aujourd'hui étant donné les contraintes de temps, mais je vais vous partager en fait certains des résultats avec vous aujourd'hui. Donc, j'aimerais, je remercie en fait Dr. Michelle Hahn qui était le co-auteur et donc elle a joué un rôle très important dans le développement en fait de ce chapitre sur lequel je fais cette présentation et donc sur la présentation aussi. Donc, j'ai le privilège en fait de vous parler depuis le territoire traditionnel des Lekwungen et des Songhees, Esquimalt et Wishlanish qui ont encore qui maintiennent leur relation historique de la terre jusqu'à nos jours. Donc,
Donc, là, j'appelais ça objectif de présentation, mais c'est plutôt d'apprentissage, mais c'est plutôt objectif d'apprentissage. C'est comme ça que c'est appelé dans le livre. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on reconnaisse, en fait, le développement du statut de santé des immigrants aînés au Canada. Ce que j'aimerais que nous apprenions à identifier quels sont ces obstacles évidents qui sont des obstacles, en fait, à l'accès aux soins de santé chez ces immigrants plus aînés. Et aussi, c'est important d'identifier et d'analyser, critiquer deux pratiques prometteuses pour la promotion de la santé auprès des aînés canadiens. Et donc, c'est là où je veux vous parler un peu plus, en fait, de l'engagement communautaire. Donc, je vais parler de l'importance d'un engagement communautaire significatif dans le développement de programmes et de services pour des immigrants aînés, aussi la recherche que nous devons mettre en place, que nous avons commencé à mettre en place dans la dernière décennie pour explorer les besoins et l'efficacité de ces programmes et services. Donc, pourquoi est-ce que cette recherche, ce travail de recherche est important? Pourquoi est-ce que cette recherche dans le développement de programmes et services est importante? Le Canada et les États-Unis, mais le Canada a la plus grande proportion d'immigrants, donc de citoyens nés à l'étranger dans tous les pays du G8. Donc, cela représente maintenant plus de 22 %. Les statistiques, à l'époque, c'était environ 21,9 %. Donc, nous pensons que dans les années à venir, en fait, cette proportion va monter à 25 %. Et en fait, les immigrants représentent plus d'un tiers de la population des 65 ans et plus. Donc, c'est encore une plus grande proportion que dans la population adulte. Et l'autre point important qu'il faut garder à l'esprit, qui n'est pas en fait à l'écran ici, c'est que plus de 70 % en fait de ces citoyens immigrants font partie en fait des communautés racialisées visibles. Et donc, c'est important en fait, comme Peggy en a parlé, ou plutôt. Et donc, j'en parlerai un peu plus tard dans ma présentation. Donc, les aînés immigrants sont aussi confrontés à des défis spécifiques et significatifs qui viennent du contexte socio-économique, géographique, culturel, environnemental, qui sont liés au processus de migration. Et donc, en fait, en réalité, il faut vraiment rendre ces défis explicites en travaillant en close proximité avec la communauté. J'en parlerai plus tard quand je donnerai des exemples. Finalement, les décideurs politiques et les autres parties prenantes doivent vraiment s'attaquer à des questions complexes et, sur la santé des aînés immigrants. Et donc, et ces décideurs politiques, à mon avis, ils ne sont pas encore attaqués en fait à ces besoins complexes des populations. Donc, voici des questions qui doivent être posées, de savoir quels sont les déterminants de la santé pour les immigrés aînés et aussi quels sont les obstacles à l'adoption de pratiques en promotion de la santé chez ces immigrants et comment pouvoir optimiser en fait cette adoption en fait d'attitudes positives par rapport à la santé. Donc, quels sont certains de ces obstacles à l'adoption en fait de pratiques qui promeuvent la santé dans les communautés d'immigrants plus âgés? Donc, plusieurs de ces obstacles, en fait, s'intersectent en fait pour créer des défis qui sont encore plus grands. Le premier, c'est le processus de migration en tant que tel. Donc, quitter un environnement familier pour se transplanter dans un nouveau contexte culturel. Deuxième, c'est le statut socio-économique, ce qu'on appelle aussi la classe. Nous savons qu'une grande proportion d'aînés immigrants sont sous-employés, au chômage ou dans des situations financières précaires. Donc, cela veut dire qu'ils travaillent sans permis ou sans contrat. Dans ma province de Colombie-Britannique, il y a eu plusieurs cas qui ont qui ont émergé dans les dernières décennies, surtout dans la communauté d'Asie du Sud-Est, chez les femmes aînées immigrantes, donc surtout en termes d'emploi précaires.
Donc, il faut reconnaître que les femmes immigrantes aînées qui immigrent à un âge plus âgé s'occupent en général des tâches à domicile et prennent soin des enfants. Donc, il faut commencer à penser à comment cela intersecte et comment les obligations que ces aînés ressentent, surtout quand elles viennent, surtout dans le cadre du rapatriement familial, comment la classe ou le statut socio-économique a un impact sur leur santé. Le troisième, c'est la capacité langagière et la littératie en santé. Donc, pour la plupart d'entre nous ici, nous savons en fait que la capacité langagière, surtout en anglais, en français, est une problématique, surtout pour les immigrants racialisés aînés. Et la littératie en santé est aussi un problème de manière intéressante. Et donc, un des co-éditeurs de livre a parlé en fait de la littératie en santé et en détail. Il a aussi parlé du fait que les immigrants ont souvent des niveaux moins élevés en fait de littératie en santé dans la communauté. L'autre point que j'aimerais mentionner qui est lié à ce prochain défi, c'est le statut de minorité visible ou la racialisation. Comme je dis, en fait, 70% de ces immigrants, en fait, sont des minorités raciales, donc ils vivent plus de discrimination. Nous le savons, en fait, dans des espaces publics et dans des lieux de travail, c'est ce que la recherche a montré, et cela crée de plus grands obstacles à la participation à des programmes et des services en santé. Le genre est aussi un obstacle très important. Quand nous parlons ici de genre, je parle spécifiquement des femmes. Les femmes sont plus réticentes à participer que les hommes dans des programmes et des services qui sont liés à la santé. Et cela est lié à la culture, la modestie, les normes de genre, les attentes par rapport à leur genre, surtout chez les femmes les plus âgées aussi, les perceptions culturelles par rapport à la santé et la prévention de maladies. Donc, cela inclut des choses que la maladie ou la perte de santé sont inévitables dans les communautés en fait de l'Asie de l'Est. Donc, ou alors ça peut être négatif, où les gens. Donc, cela peut avoir un impact négatif. Donc, souvent, ils vont le voir. Soit ça les empêche de participer au programme de santé, donc ils voient, des fois, ils peuvent voir cela comme un signe de Dieu, comme quoi il faut qu'ils prennent mieux soin de leur santé. Donc, dans ce cas-là, ça peut les engager à participer en fait à ces services. Les connexions sociales, donc c'était mentionné déjà, donc surtout les connexions sociales qui sont liées en fait à la migration, le fait de perdre son réseau social dans le pays natal ou dans les pays nataux natale. Et donc, la réticence nie en fait aux obstacles culturels et langagiers à participer aux programmes et aux services de promotion de la santé. Donc, quels sont certains exemples en fait de pratiques en fait qui ont vraiment très réussi en fait, qui ont été mis en place dans des communautés urbaines. Donc, Michel et moi, on en avons identifié plusieurs, mais voici deux qui nous ont vraiment marqués en termes d'efficacité et en termes de résultats, en fait de ces pratiques. En fait, ça a été une meilleure santé à la fois physique et mentale. Et je dois dire que ce qui nous a vraiment fait réfléchir que ces programmes, en fait, devraient être étudiés, c'est que c'était des programmes qui ont vraiment développé, en fait, un engagement très important avec les travailleurs de première ligne et les membres de la communauté, donc avec les membres de la famille et avec les immigrants aînés aussi. Donc, le, donc, si vous venez en fait de Colombie-Britannique, vous le connaissez peut-être. Hein. Donc, c'est en fait les classes d'exercice de l'Asie du Sud. Et en fait, donc c'était donc Scott est à l'université de Simon Fraser et me fait beaucoup de travail en fait sur la santé cardiovasculaire dans la communauté immigrante de l'Asie du Sud. Donc, c'était en fait
une étude de 12 semaines et qui testait en fait l'efficacité de l'exercice cardiovasculaire sur la distribution du tissu adipeux chez les femmes après leur ménopause qui était issue en fait de l'Asie du Sud. Et donc, euh, et donc, Et donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été prises en compte, comme la démographie. Et en fait, nous sommes concentrés ils se sont concentrés en fait dans un quartier en fait où il y avait beaucoup de populations venues du sud-est, comme Brampton en Ontario. Et donc, ce qu'ils ont découvert, c'est en fait que le tissu adipeux viscéral était très réduit en fait chez les femmes qui participaient à ce programme. Et il y avait une amélioration du sentiment de bien-être. Et donc, je vais en fait expliquer en fait quels sont les éléments de ce programme qui ont contribué à la réussite de ce programme. Tout d'abord, le programme en tant que tel a eu lieu dans un centre communautaire, dans un quartier à Surrey, en fait, en Colombie-Britannique, où il y avait beaucoup de personnes d'Asie du Sud. Donc, il y avait une très grande proximité géographique. De plus, le programme était approprié culturellement. Donc, je n'ai pas vraiment décrit c'était quoi le programme. Cela se concentrait sur, et donc c'était après beaucoup de consultations, donc avec des travailleurs de première ligne et des membres communautaires, et, des aînés et des membres de la famille. Donc, cela se concentrait sur l'utilisation d'un programme de danse Bhangra qui et en fait qui avait lieu en fait en plusieurs langues de l'Asie du Sud dans ce centre communautaire. Donc, c'était de la musique qu'ils connaissaient, c'était des danses ou une activité qu'ils connaissaient. Le troisième l'élément de pratique exemplaire, c'est qu'il y avait des promotions de la santé sur place qui se passaient en parallèle avec le programme d'exercice. Donc, pendant que ces femmes aînées immigrantes participaient au programme d'exercice ou au programme de danse, elles, euh, elles étaient aussi exposées à de l'information, à des conférences sur d'autres pratiques qui promeuvent la santé par rapport à la nutrition ou par rapport à d'autres formes d'activité physique. Donc, c'était vraiment des éléments très intéressants qui ont tous joué un rôle significatif sur l'efficacité de ce programme. Et et comment ce programme a pu vraiment améliorer la santé de ces femmes immigrantes aînées de l'Asie du Sud. Le deuxième programme, c'est un programme qui a eu lieu dans l'Est de Vancouver et c'était un programme qui a été lancé ou soutenu par Mosaïque, qui est une très grande organisation multiculturelle, en fait. Et le titre du programme, c'était Créer un sens d'appartenance, la promotion de la santé mentale dans les communautés d'immigrantes et de réfugiés. C'est un programme de 2 ans et il fonctionnait dans le programme. Il formait des CCHP, c'était des promoteurs de la santé interculturelle. Donc, c'était des travailleurs sociaux qui étaient en formation. euh, ou alors des personnes qui étaient déjà, avec des gens qui étaient déjà des professionnels de la santé dans leur pays d'origine. Et donc, afin qu'ils puissent participer de cela, donc, ils partageaient en fait la langue et la culture des communautés avec lesquelles ils interagissaient. Et donc, il y avait un aspect vraiment de soutien social. Donc, il y avait groupe de soutien social, mais il y avait aussi des activités qui permettaient d'augmenter la capacité des communautés et et ces deux composantes étaient intégrées en fait dans le programme qui a eu lieu pendant 2 ans. Et donc, un des exemples en fait de groupe de soutien social, c'était le Cercle social des femmes afghanes. Et donc, encore une fois, en termes de proximité géographique, était situé dans une communauté particulière où il y avait une grande population afghane. Et donc, euh, qui était dans la ville de Burnaby. Donc, d'autres éléments, en fait, de pratique élémentaire, en fait, dans ce programme, c'est que le programme en tant que tel était vraiment personnalisé pour répondre aux besoins des aînés et de leur famille. Il était vraiment, ça passait sur le terrain, c'était petit, ça allait à vitesse lente. Donc, ils ont vraiment construit une relation de confiance avec les travailleurs sociaux et il y a créé un environnement où, en fait, ils pouvaient avoir un dialogue respectueux sur la santé mentale
et on pouvait parler aussi d'autres sujets difficiles. Et donc, et la réussite venait du fait que du personnel formé ont pu animer ce genre de conversation. Cela aussi a permis à développer en fait des réseaux sociaux chez les femmes. Donc, une fois que le programme est terminé, le réseau social entre les femmes a continué. Alors, qu'est-ce que nous avons vraiment appris ou révisé de tous ces programmes merveilleux de promotion de la santé? Ce sont certains des thèmes. Et qu'est-ce que les chercheurs ont appris et qu'avons-nous entendu des travailleurs de première ligne et de ces familles? Alors, certains des thèmes émergents sont que, et encore, les enjeux d'inéquité et d'inégalité. L'innovation a été abordée, les approches de marketing social que les communautés utilisent pour développer ces programmes en particulier et les approches de marketing social d'utiliser les plateformes de médias sociaux qui sont en émergence, mais aussi de reconnaître que les programmes de nouvelles, les programmes de télévision, les programmes de radio sont très importants aussi et les médias de nouvelles en tant qu'avenue pour le marketing, de développer des annonces de services publics. Les annonces de services publics sont très importantes, de faire sortir les gens dans la communauté par les journaux, mais aussi, pas seulement les journaux, mais aussi la radio et la télévision. De construire la capacité des fournisseurs de soins, alors la formation de travailleurs empathiques et compétents culturellement de première ligne qui présentent les programmes et les services d'une manière culturelle, appropriée culturellement et dans différents modes pour des contenus, par l'audio, par le visuel, par les présentations, d'accélérer la, c'est d'accélérer la réaccréditation de ces professionnels de la santé. Ça a été central au succès des programmes CCHP, des programmes de santé mentale, où on aurait vu encore plus de programmes être développés dans la ville si on avait été capable d'utiliser les professionnels bien accrédités qui attendaient leur réaccréditation dans leur communauté migrante. Alors, merci et certes veux exprimer mes remerciements à tous les immigrants aînés et les membres de leur famille qui ont participé dans notre étude, mais aussi remercier à tous les travailleurs de première ligne qui ont travaillé très étroitement. Et lorsqu'on parle d'engagement significatif des communautés, ceci ne signifie pas d'arriver à la fin et de demander si cela a bien fonctionné. Cela signifie l'importance que c'est un processus qui est initié bien avant que le projet soit financé. En d'autres termes, dans le développement de la grande proposition, dans le financement, on doit s'engager de manière significative d'apporter des membres de la communauté comme étant co-chercheurs dans le développement de la proposition elle-même. Et c'est quelque chose que mon équipe, certes, a été engagée pendant les années et c'est une partie importante de la mobilisation correcte des connaissances, comment ces résultats à la fin sont compilés. Et certes, on n'a pas besoin d'avoir ces rapports acheminés aux fournisseurs de services, mais nous devons aussi nous assurer que ces résultats ou ces rapports en particulier sont disponibles dans une grande variété de médias variés. Alors, merci et merci à l'auditoire aujourd'hui pour participer et à mes co-présentateurs et aux organisateurs. Merci, Karen. C'était vraiment incroyable et même chose lorsque je vous écoutais. Il y a tellement plus dans ceci.
tel que vous le décrivez plus que sur les diapositives. Ce contexte, très important, ce que vous avez dit à propos d'amener les gens, pas juste de leur demander à la fin comment ils perçoivent quelque chose. Et ceci me fait réfléchir sur les évaluations. Mais les plusieurs années que j'ai passées en première ligne, après certaines initiatives, on leur demande avec un sondage qu'est-ce qu'ils ont pensé de ceci ou cela. Ce qui est une forme d'engagement, mais c'est à des stades tardifs. Et au niveau de la surface, ce dont on parle ici, c'est comment est-ce qu'on les amène au début pour les informer du développement ou les informer des décisions ou de ce qui est là pour eux. On ne peut pas y réfléchir après que quelque chose soit fait. On doit l'inclure dans la création, dans tout le processus de structure, peu importe ce que c'est que l'on crée pour les aînés, que ce soit du logement ou des supports aux revenus ou des programmes d'exercice ou peu importe qu'est-ce que c'est. Nous devrions prendre d'être les meneurs. Et je réfléchissais à mesure que vous parliez des barrières pour l'adoption des statuts de santé, de reconnaître que ces barrières sont au-delà d'un individu de voir s'ils veulent ou ne veulent pas participer à un programme. Pense à tous ces individus qui typiquement leur style de vie commun, les choses que nous entendons comme praticiens et que nous essayons de réfléchir aux obstacles. Les obstacles sont systémiques dans nos communautés. Les obstacles ont à voir avec comment les gens se sentent et qu'ils n'ont pas une place pour s'engager. Alors, ces barrières à l'adoption de la santé, quelles barrières comme fournisseur de santé établissons-nous? Et je veux aussi mentionner, vous avez parlé de cette intersectionnalité dans les conditions de travail avec la santé et les aînés. Et un de mes collègues, Carolyn, m'a demandé approfondi sur les déterminants de cette coalition. Et bien sûr, ceci a trait aux aînés aussi. Il y a beaucoup d'intersections. Alors, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Alors, Irv est ici. Peggy, tu es de retour? Je suis là. Alors, nous avons quelques questions que nous pensions on pourrait poser, mais je vois que quelqu'un a sa main levée. Je crois que Hindu. Et si les gens veulent verbaliser une question, ce serait très bien. Alors, Hindu, est-ce que tu veux t'enlever de la sourdine et allez-y? Oui, ma question est, je suis un médecin, j'ai travaillé avec la population migrante pour des années. Ce que je trouve parfois dans la promotion de la santé, nous écrivons le message, mais cela ne résonne pas avec la population parce que, ou alors les mots ne signifient pas rien pour eux. Et je travaille avec les Inuits et les Premières Nations aussi. Et lorsque l'on regardait, euh, ils n'avaient pas de mots pour cancer, par exemple. Et je parle toujours aux aînés parce qu'ils ont une base de connaissances. C'est même chose pour les communautés migrantes. Alors, je dis simplement, lorsqu'on fait de la promotion de la santé, dans les messages, on a besoin de, premièrement, regarder les aînés et leur demander comment cela résonne avec eux, parce que autrement, on a fait beaucoup de travail, mais cela ne résonne pas avec eux. La deuxième chose que j'ai apprise pendant les années, c'est que à l'intérieur de chaque culture, il y a une promotion de la santé qui est faite, mais de leur propre manière, pas dans ce que l'on fait avec la recherche. Et on doit apprendre ceci pour que lorsque l'on présente quelque chose, que c'est pour tout le monde. Alors, je voulais juste vous me remercier beaucoup, Karen. J'aime voir ce que vous avez fait, vos études et aussi le livre de Peggy pour que nous puissions alors passer les messages d'une manière pertinente
à certaines communautés de patients avec lesquelles je suis très impliqué. Merci beaucoup. Et euh, le fait que vous êtes une professionnelle de la santé, c'est merveilleux que vous êtes en première ligne. Vous êtes une des personnes clés en première ligne que nous avons, avec lesquelles nous avons interagi dans notre propre travail. Je crois que les deux points que vous avez mentionnés, et nous n'avons pas beaucoup de temps pour tout couvrir, mais dans le livre de Irvine et Peggy sur les aînés, dans notre chapitre, nous nous adressons à ces deux points que vous avez juste fait, l'importance de la langue, de ne pas juste faire de la traduction littéraire de matériel qui requiert une interaction, des interactions signifiantes avec les aînés dans les communautés et leurs membres familiaux. On ne peut pas simplement traduire le matériel promotionnel qui a été développé pour les communautés occidentales ou des communautés canadiennes. Et l'autre partie dont on parlait en ce qui a trait aux interactions signifiantes avec ces aînés, c'est clé au processus pour nous, que nous nous engagions dès le départ et même dans le développement. Lorsque je dis recherche dans le travail de développement communautaire pour les programmes et les services. Alors, merci beaucoup et je suis ravi de continuer cette conversation avec vous après ce webinaire. Merci. Merci, Indy et Karen. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait verbalement poser une question? Si vous voulez, levez votre main et on peut vous enlever de la sourdine. Je me demandais si Arne avait un commentaire semblable au point que Karen a parlé avec les immigrants aînés et les communautés LGBTQ2S+, et les aînés. Allez-y. Je vais juste dire rapidement, je crois que en identifiant et rendant visibles les champions de la communauté et représente les membres de ces communautés. Et nous voulons nous voir dans ces initiatives de promotion de la santé et savoir que je crois que c'est une des choses que l'on peut faire pour rejoindre les membres de ces communautés. Bien. Sharina, tu voulais demander une question? Et si tu parles, tu es en sourdine. Bonjour. Merci pour un webinaire si incroyable. Je voulais simplement revenir au point de Hindu en ce qui a trait au support de dans la langue. Ce que souvent est ignoré dans les langues parlées, c'est qu'il y a tellement de langues survivantes parce que ces gens ont été déplacés à cause de la colonisation. Alors, il y a tellement de langues survivantes et lorsque l'on regarde le système de soins de santé, je sais qu'il y a des mandats pour donner du support à la langue, mais ils regardent toujours quelle région ou de quel continent vous provenez et on donne les quelques langues prédominantes et les gens ne comprennent pas vraiment quand il en vient à leur santé ou leur bien-être. Alors, si j'aimerais que tout le monde milite pour le support des langues parlées parce qu'il y a des langues qui n'ont pas de forme écrite, ils sont juste des langues orales. Et il y a tellement de dialectes différents et d'autres langues mélangées là-dedans. L'autre point que je voulais faire, c'est à cause de nos économies et de comment le système est établi. Lorsque l'on regarde les aînés, l'abus et la négligence, notre système est numéro un. Dans la négligence de nos populations aînées, la manière que le système est établi, ce n'est pas assujetti aux besoins et définitivement pas réfléchi pour l'intersectionnalité. Alors,
Oui, je voulais juste mentionner cela. Et est-ce que je pourrais répondre à cela? Oui, absolument. Ce sont d'excellents points en ce qui a trait du travail que vous faites dans la communauté immigrante et c'est inclus dans votre expérience. Alors, j'apprécie cela. Le premier point que vous avez fait autour du support des langues vous savez, pour les communautés où il n'y a pas de support, en d'autres termes, ce sont des dialectes ce n'est pas numéro un, numéro deux, Punjabi, hindou. Il y a Notre équipe vraiment a fait du plaidoyer, a fait des campagnes en fait pour une approche qui soit plus centrée sur la personne, au moins des approches qui soient centrées sur les participants pour développer des programmes et des services. Et, et cela coûte de l'argent, bien sûr, mais ce que nous découvrons, c'est que souvent, ça devient la responsabilité des membres de la famille qui viennent et qui agissent à titre de traducteurs ou d'interprètes. Et donc, cela fait partie en fait de l'agenda néolibéral où les responsabilités, en fait, les responsabilités de soins en fait sociaux en fait retombent sur la famille. Donc, de faire plus un meilleur travail et investir dans le développement de services langagiers, euh, tout comme, tout comme quand nous parlons en fait du développement. Donc, ce qui se passe en fait, que les programmes qui sont développés en fait sont très standardisés et nous savons que les besoins et les problématiques en fait qui émergent dans les communautés immigrantes ne rentrent pas en fait dans les cadres de cette standardisation. Donc, nous devons changer le modèle et nous devons changer. Et donc, quand je parle du modèle, je pense aussi au modèle de financement pour ce genre de travail et nous devons reconnaître que la plupart du travail important qui est fait par les membres de la famille présentement. Et en fait, après, vous avez parlé en fait de l'abus contre les aînés et donc c'est très important et c'est souvent un sujet qui est stigmatisé dans les communautés racialisées et visibles. Et donc, je vais vous référer en fait à mon courriel parce que moi-même et en collaboration avec le Centre canadien en fait des lois pour la protection des aînés, nous avons eu en fait un projet qui était financé pour réduire en fait les sévices contre les aînés en Colombie-Britannique et nous sommes vraiment intéressés en fait aux sévices contre les aînés dans les communautés de l'Asie du Sud et dans les communautés chinoises. Et donc, si vous voulez me parler, je vous parle en fait de certaines des découvertes par ça. Mais comme vous avez tout à fait raison, c'est vraiment une problématique qui n'est pas assez examinée en fait et au sujet desquels il n'y a pas assez de rapports. Donc, et qui sont liés à des problèmes structurels. Ah, parfait, merci beaucoup, Karen. Donc, Karen Sawanka, je vois que vous avez levé la main. Oui, quand je pense en fait aux déterminants de la santé et comment cela a un impact sur nous au cours du vieillissement. Donc, je me rappelle d'un exemple positif qui est tiré de ma vie personnelle. Donc, pendant une couple de décennies, j'ai vécu à Toronto dans des logements coopératifs. Et les logements coopératifs, en fait, m'ont permis d'avoir une expérience très intéressante. J'ai vu beaucoup de leadership émerger des aînés qui avaient peut-être passé une couple de décennies dans la coopérative eux-mêmes où ils avaient en fait élevé leurs enfants et qui avaient vécu là plusieurs étapes de leur vie. Et cela avait une contribution positive à non seulement sur les familles en fait qui vivaient dans la coopérative, mais aussi sur le quartier avoisinant. Et les gens étaient assez actifs et non pas actifs seulement physiquement. Bien sûr, ils pouvaient marcher, donc c'était quelque chose de très positif, mais ils étaient aussi actifs dans le conseil d'administration de la coop. Et je pense que quand nous pensons en fait au logement, nous pensons en fait au refuge et à logement abordable. Mais je pense que le logement coopératif donne aussi l'occasion aux gens de contribuer aux décisions qui ont un impact sur leur vie. Et je voudrais juste demander si un conférencier ou une conférencière a une expérience en fait par rapport au logement ou au logement coopératif
plus spécifiquement. Et c'est une expérience, en fait, qui est tirée de ma vie personnelle, mais je pense que c'est vraiment été une opportunité positive de promotion de la santé. J'en entends pas beaucoup parler, donc merci beaucoup à tout le monde qui a contribué aujourd'hui à la présentation. C'était très intéressant. Donc, merci, Karen. Peggy, je vois que tu es en train de faire un signe de la main. Donc, merci beaucoup, en fait, d'avoir mentionné ce point. Donc, je travaille en fait sur le Conseil sur le vieillissement à Ottawa et je suis aussi la coprésidente en fait du comité pour être sensible au vieillissement. Et donc, c'est une question en fait sur laquelle nous penchons. Et en fait, vous avez complètement raison. Et nous avons besoin de plus de formes innovatrices de logement. Les aînés veulent des formes de logement communautaires. Et l'exemple de la coopérative que vous avez donné, en fait, donc le fait de vivre ensemble, ceci un exemple aussi le partage de domicile. Nous avons beaucoup d'exemples d'aînés qui travaillent dans des grandes maisons avec des chambres qui sont vides et qui partagent leur logement avec des plus jeunes. Donc, en échange, pour un loyer un peu moins élevé, ils aident avec les jeunes, les aident avec la technologie ou en fait, ils déneigent. Et donc, c'est une approche plus communautaire. Et une autre chose que j'aimerais mentionner qui est très important au Canada, en fait, c'est explorer en fait la notion de la vie intergénérationnelle. Donc, même si c'est un mode de vie encore minoritaire. C'est vraiment un mode qui est en train d'exploser, notamment dans la communauté de réfugiés et aussi dans la communauté Inuit, Métis et Premières Nations. Donc, ce sont des populations qui sont plus semblables de vivre en fait dans des maisons intergénérationnelles, mais, mais nous ne construisons plus des maisons. Nous ne permettons pas aux gens en fait de modifier leur maison pour encourager cela. Et il y a des modèles incroyables au Japon et en Chine que nous devrions examiner et que nous devrions encourager. Donc, merci d'avoir mentionné en fait cette question du logement. C'est vraiment très critique à cet engagement. Karen et Arne, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet aussi? Donc, je pense que c'est tellement un excellent point. Et donc, ça me ramène à l'esprit. Donc, une de nos communautés à Palm Springs, donc, il y avait un continuum de santé qui s'appelait Stonewall Gardens, qui avait été établi en fait à partir de la communauté. Et ce sont des maisons pour des aînés de SLGBTQIA de plus, et en fait, et qui avaient des problèmes de santé. Donc, cela permettait en fait de les connecter avec des gens en fait qui étaient de la même communauté à Ottawa. Et donc la question qui se posait, c'est comment pouvons-nous vieillir ensemble collectivement en tant que personnes allosexuelles. Et donc, je pense qu'il va y avoir des modèles innovateurs qui vont émerger dans un avenir très proche. Et donc, j'avais jamais entendu parler de cela. Et donc, Diane a mis le lien, en fait, dans la boîte de clavardage pour Stonewall Gardens. Et donc, Karen, tu voulais rajouter quelque chose? Donc, je vais juste connecter ce que je dis à ce que Peggy a dit, c'est que la réalité que les foyers intergénérationnels sont plus souvent dans des communautés immigrantes ou alors que c'est un c'est un mode de vie que euh, qui en fait est la réalité en fait des immigrants et des aînés immigrants et en fait le logement intergénérationnel en fait cela se fait pour des raisons des raisons économiques et cela se produit pour des raisons en fait économiques. Et en fait, comme Peggy l'a dit, pour les communautés autochtones, c'est aussi la réalité, mais c'est aussi il y a des composantes culturelles, par exemple les fils aînés et jusqu'à maintenant les filles aînées. Nous en avons parlé dans plusieurs projets et ils sont en train de nous dire que c'est quelque chose qui est attendu d'eux, c'est une obligation, cela fait partie de leur devoir filial de prendre soin de leurs parents. Et dans certains cas, nous regardons en fait ce mode de vie intergénérationnel. Et donc, c'est quelque chose qui est très important et que nous parlons à la communauté quand nous parlons de la santé, en fait, et du soin social. Je pense que le logement social, par exemple, à Victoria, il y a de plus en plus de nouveaux modèles qui sont en train d'être développés en collaboration avec et donc, Karen, vous avez parlé en fait de cela en collaboration avec des conseils d'administration qui, à 50%, sont composés en fait d'aînés qui vivent de manière précaire.
Et il y a une société à Victoria qui s'appelle Kool-Aid et j'ai un ami en fait qui est un contrôleur par rapport à cela, un excellent ami, et donc elle parle du nouveau développement qui est en train de se passer en fait, qui est de nature intergénérationnelle où il y aura des services de garderie, il y aura un centre d'activité en fait pour les aînés, il y aura une clinique en santé, mais aussi une clinique en soins dentaires et tout cela sera en fait sur un seul lieu et en fait cela coïncide avec l'annonce que bientôt qui sera fait en fait par rapport aux soins dentaires universels dans l'avenir. Donc, en tout cas, on en a parlé dans les derniers jours. Je suis complètement d'accord, Karen, que de plus en plus d'organisations sont en train de reconnaître, d'organisations en fait en droit du logement que je connais en fait dans à la ville aussi à Victoria, sont en train de reconnaître l'importance de d'écouter et de développer en fait des engagements significatifs avec des aînés qui impliquent en fait la participation de ces adultes en fait dans des conseils d'administration et de leur donner des postes de prise de décision. Ce sont des exemples vraiment pratiques de choses très tangibles. La santé publique ou d'autres organisations peuvent faire, c'est par exemple d'incorporer en fait les aînés dans les processus de prise de décision quand ce n'est pas encore le cas. Donc, je vais faire un suivi avec une question rapide qui était dans la boîte de clévertage. Je vais demander des réponses rapides parce que nous sommes en train d'arriver à la fin de la présentation. Donc, est-ce que quelqu'un aurait de l'information par rapport à l'équité, les soins de santé à long terme, des résidences de soins de santé à long terme, et de savoir si un des participants pourrait suggérer en fait des sites Internet ou des articles. Vous pouvez en fait les inclure dans la boîte de clavardage, mais est-ce que certains de nos conférenciers, en fait, auraient des réflexions à partir de ce sujet-là. Donc, moi, je connais, en fait, une recherche, en fait, à l'Université de Dalhousie qui s'appelle Jacqueline Hagen. Et je pense qu'elle a récemment fait du travail par rapport aux, aux aînés dans la communauté de SI LGBTQ, il y a de plus. Et donc, euh, et donc, je vais essayer de voir si je peux trouver des liens en fait que je peux partager. Peggy, Karen ou Arne. Donc, rapidement, nous savons que certains des réseaux en fait de la fierté en Ontario en fait font de la formation aux résidences de soins de santé à long terme. En fait, on donne de la formation en fait pour que ces lieux deviennent plus sécuritaires et aussi il y a aussi des centres de recherche de soins de santé à long terme en fait qui a développé une trousse d'outils pour faire cela. Il y a aussi un travail qui a été fait par les hospices virtuels pour promouvoir l'équité en fait, pour les communautés LGBTQ, il y a de plus aussi. Merci. Donc, quelqu'un a noté en fait dans la boîte de clavartage que Jackie est maintenant à l'université Mount St. Vincent. Donc, Anna, si vous avez des liens en fait pour cela, vous pouvez me les envoyer. Je vais m'assurer de partager l'information avec le reste des gens. Donc, je vais prendre une seconde pour voir si quelqu'un d'autre peut en fait participer à cette question. Karen. Donc, je vais juste dire une seule chose. Donc, une ressource CanH, CanH, qui est le réseau de plaidoyer des aînés du Canada, qui est dirigé par Laura, qui est une de mes amies et qui est l'ancienne directrice, en fait, pour la loi de la protection des aînés. Donc, CanH a beaucoup de ressources et au cours de la pandémie, ils ont vraiment développé plusieurs ressources sur les soins de santé à long terme. Et donc, il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là. Et donc, moi, je suis une de leurs conseillères. Donc, par rapport en termes de ressources, vous pouvez aller sur le site Internet. Oui, c'est parfait. Merci, Karen. Et je pense que nous sommes rendus à la fin de la présentation. La seule chose que je n'ai pas annoncée, c'est donc la manière dont je vais faire cela, c'est que nous avons en fait un tirage au sort pour le livre et donc c'est Hindu, en fait, va recevoir une copie de notre livre grâce au tirage au sort au hasard. Donc, nous serons en contact avec vous pour nous assurer, en fait, que que la maison d'édition vous l'envoie cela. Est-ce que je peux faire un commentaire rapidement? J'ai demandé, en fait, je me disais, oh, ben, je vais demander à Irv de participer.
Donc, moi, j'étais dans la promotion de la santé depuis 1978 quand ça a commencé. Et j'ai passé 15 ans, en fait, à la retraite. Et donc, je suis vraiment encouragée par ce webinaire et par les personnes qui sont maintenant, qui travaillent maintenant dans la promotion de la santé. Donc, pendant un certain temps, je m'inquiétais par rapport à l'avenir de la promotion de la santé. Donc, mais je commence à voir que l'avenir sera brillant. Et donc, il y a beaucoup de travail qui est maintenant est en train d'être reconnu et qui est incorporé à la promotion de la santé dans plusieurs domaines et dans plusieurs aspects du spectre. Et donc, je veux vraiment finir sur une note positive. Et donc, je suis vraiment très optimiste pour l'avenir, mais je veux aussi remercier Diane pour, pour, pour avoir été une animatrice excellente encore une fois, et Arne et Peggy et Karen pour des présentations fantastiques, et aussi et le public pour leur contribution à ce webinaire. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc à ce moment-là. Le futur est merveilleux et Marge m'a enseigné que ce sont de bonnes fondations à partir desquelles on peut bâtir. Alors, sur ce, je vais fermer. Si les facilitateurs, les présentateurs peuvent rester pour avoir une discussion et on sera en contact avec les ressources et le lien pour l'évaluation. Je veux remercier nos traducteurs et nos sous-titreurs qui ont fait de l'incroyable travail. Merci beaucoup tout le monde. Et continuez à nous faire vos suggestions. Merci. Oh, we're getting some claps. There we go. People are signing off. So